On revient pour la suite avec nos chers invités. Nous sommes toujours avec Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, Germain Poli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil, et Prosper Agboklo. Il est également journaliste, analyste politique. On va parler de la situation humanitaire au Nord Kivu. Nous sommes en République démocratique du Congo. On donne la parole à Germain Poli. Germain, nonobstant les appels au calme, les négociations tous azimuts dans la région, on a vu également les forces de certains pays, notamment le Kenya, qui sont arrivés en République démocratique du Congo. L'insécurité continue toujours, les rebelles du M23 avancent toujours et derrière il y a les conséquences. On parle de crise humanitaire dans la région. Oui, dans ce genre de situation, ce sont les populations civiles qui paient le prix cher donc, de ces guerres-là. Ce sont des villages qui sont régulièrement attaqués, les localités qui sont prises par des rebelles avec toutes les exactions auxquelles on peut assister. Et donc les populations sont obligées de se déplacer, de fuir la mort, de fuir les viols, de fuir les exactions de brutalité et tout ce qui peut suivre quand une localité est occupée par des forces rebelles ou des forces étrangères. Et c'est vraiment un drame humanitaire, ce qui se joue là-bas en RDC. Et malheureusement, on ne sent pas cette communauté internationale-là, à commencer par l'ONU qui a presque démissionné. Ensuite, l'Union africaine, malgré cet appel à Addis Abeba, juste le lendemain, les choses se sont envenimées, aggravées. Et donc, toutes ces puissances-là qui ont l'habitude de dire un mot ou ont l'habitude d'appeler, de lancer des appels à la réserve et tout cela, on ne va pas venir. On voit plutôt des rebelles qui vont pratiquement vers la conquête de cette partie donc du pays. On craint face à l'incapacité de l'armée de la RDC à combattre, que ça va être une bonne partie dans du territoire dans ce qui sera occupé. Et aujourd'hui, une crise humanitaire, on sait un peu ce que ça coûte. Il faut pouvoir accueillir ces personnes-là, il faut pouvoir les habiller parce que les gens quittent sans prendre des habits, sans prendre de la nourriture. C'est la mort qui arrive, c'est sauf qui peut. Il faut pouvoir également aussi les sécuriser parce qu'à tout moment, ils ne sont pas à l'abri des attaques. Et là, je crois que il faut que la communauté internationale qui commence peut-être à s'habituer un peu trop à ce genre de situation et montrer de plus en plus son incapacité à régler les situations quand même, se lève sur cette question-là, parce que c'est un grand drame qui se joue dans cette partie de la République démocratique du Congo. Alors, Pasteur Edo Komi, est-ce qu'on peut faire l'état des lieux actuellement? Vous avez des nouvelles? Non, l'état des lieux. Partenaires? L'état des lieux, quand vous voyez une partie d'un pays qui est sous le coup de la guerre, avec des rebelles hyper armés, par qui on ne sait. On parle de Rwanda, mais qui là, depuis, nie les faits. Alors, c'est inadmissible. Derrière le Rwanda, il y a encore... Non, je ne veux rien dire. Moi, je m'en tiens au Rwanda. Mais un pays de l'Afrique, de la région, qui soutiendrait des rébellions pour attaquer un autre jusqu'à ce point. Et que nous avons une organisation africaine qui ne multiplie que des démarches diplomatiques, alors que sur le terrain, c'est les armes qui parlent. Alors, vous voulez une solution militaire? Mais écoutez, au niveau de la sous-région également, comme je l'ai dit dans mais écoutez, il y a des les démarches diplomatiques ont donné quoi comme résultat jusqu'à présent? Alors que les rebelles avancent, continuent d'avancer, et il faut la misère des populations. Vous voulez qu'on fasse quoi? Donc on va continuer par laisser la RDC dans les mains des rebelles? Mais c'est la question. Et les populations qui sont traumatisées, qui sont sous le traumatisme pendant des mois, des années, on ne comprend pas. Alors pourquoi l'existence de ces organisations sous-régionales ou organisations africaines qui ne peuvent pas disposer d'une force militaire? Parce que là,
Mais quand vous ne le voulez pas, je ne suis pas je ne tiens pas un langage de guerre. Mais il est question de la guerre. Et ce n'est que par la force qu'on peut équilibrer les choses et pouvoir peut-être négocier. Mais au même moment, pour envoyer ces forces, tous les appels au désarmement, cesser le feu, mais sont restés lettres mortes, ne donnent rien. Les rebelles sont toujours là et font des avancées. Ne regressent pas, mais font des avancées sur le terrain. Alors on va rester jusque-là. Alors, quand vous voyez les déplacés, ou bien si vous voulez les réfugiés, ou bien les déplacés africains, ben, sont différents des déplacés de l'Occident. Mais vous parlez de la communauté internationale. On peut facilement accorder de l'asile aux Ukrainiens, un peu partout dans l'espace européen. Mais on parle de la communauté internationale. On parle de la volonté des Nations Unies. Mais quand on parlait de tout ça, mais qui a le choix? On fait le choix des populations. Vous voulez que les Blancs vous accueillent là-bas? Non, les Blancs nous accueillent comment? Parce qu'il est question de la communauté internationale. Il est question des Nations Unies. Quand on parle des Nations Unies, il n'y a plus de frontières selon moi. Quand on parle des Nations Unies, il n'y a plus de frontières selon moi. Et toutes les races doivent être traitées de manière égale. Mais Pasteur Edo, ce qui se passe à la République démocratique du Congo, le Kenya peut accueillir des gens, l'Angola peut accueillir des gens, le Cameroun, le Gabon, etc. Vous voulez que les Blancs accueillent les Africains qui ont des problèmes en RDC? Mais ce qui se passe en RDC, vous pensez que si c'était le Rwanda, c'est le Rwanda seul? C'est la question. Parce que là, c'est un vivier minier. C'est une réserve qui peut nourrir tout le monde entier, RD Congo. Vous voyez une force derrière. Mais les forces, ces puissances internationales puisent leurs ressources où? Mais c'est en RD Congo. Si l'RD Congo est en paix, vous pouvez penser qu'elles peuvent venir puiser les ressources? Non. Donc, au-delà de Rwanda, il faut voir d'autres puissances qui continuent d'alimenter les rebelles pour que la RD Congo soit ingouvernable. Et voilà la situation aujourd'hui. Donc, les populations, c'est les pauvres citoyens qui payent le prix. C'est un peu ça. Est-ce qu'ils ont demandé, ces citoyens, ces pauvres citoyens, populations ont demandé à vivre ça? Non. Bon, donc c'est ça la situation. La crise humanitaire est là. Aujourd'hui, on ne peut que s'en prendre à nous-mêmes parce qu'en notre sein, nous n'avons pas des organisations qui puissent disposer des moyens de pouvoir combattre quand il y a des problèmes, des tensions de ce genre. Et donc la situation est là aujourd'hui. Malheureusement pour le président congolais qui va se servir de tout son mandat que ne rien faire. Que ne rien faire. Tout son mandat, ne rien faire. D'abord, la crise institutionnelle, il faut passer par... Il est en face de cela. Il a terminé. La crise humanitaire. Oui, la crise humanitaire qui est là, et c'est la guerre. Donc son mandat n'a servi à rien pour les Congolais, et c'est dommage. Prosper, parlant de Félix Antoine Tshisekedi, il a toujours accusé Paul Kagame du Rwanda, mais jamais ces puissances qui sont derrière. D'ailleurs, cette puissance, je ne sais pas s'il veut parler de la France ou des Non, je n'en sais pas. En tout cas, la France et les États-Unis ont quand même critiqué le Rwanda et Paul Kagame. Vous ne connaissez pas de puissance. Les puissances se connaissent. Mais ailleurs, vous connaissez. Les puissances se connaissent. Le problème aujourd'hui... Je ne veux plus déchirer encore cette puissance-là. Non, le problème aujourd'hui, on peut dire tout simplement que c'est la transposition du clivage ethnique créé par les Occidentaux. Moi, je reviens là-dessus, entre Tutsi et Hutu, qui continuent d'alimenter cette guerre-là. Bon, ce sont les Occidentaux qui ont créé cela. Oui, vous savez, les Tutsis et les Hutus, selon les enquêtes... Et le génocide rwandais. Voilà. C'est des gens comme les Hébés, les Mina. Oui. Ils se comprennent. Oui. Ils parlent la même langue, pratiquement, ils se comprennent. Un Mina parle, un Hébé comprend un Hébé, c'est ça. Mais on a instrumentalisé ça. En minorité, Tutsi, et en majorité, Hutu. Et c'est ça qui a créé cela. Le mot même M23 vient de cet accord signé parce qu'il y avait eu un renvoi de cette minorité Tutsi vers le Rwanda qui a négocié avec le gouvernement congolais et qui a des exigences qui voudraient, c'est-à-dire sont revenus donc plutôt en République démocratique du Congo, et ils ont des exigences vis-à-vis du pouvoir. Le fait de les enrôler dans l'armée, de créer des emplois, tout ça là, ça rentre en ligne de compte.
Et ça là vient de quoi? De la conférence de Berlin de 1885, où il y a eu le partage de l'Afrique en gâteau, là où on a mis, c'était des royaumes à l'époque, qu'on a cisaillé et on a rattaché à la haine des Congo, au Rwanda. Voilà. C'est ça qui crée le désordre. Et derrière, vous savez, la région donc de Goma, de Kivu, le nord Kivu dont on parle, c'est une richesse immense. Il y a de la richesse. Ce qui attise les convoitises des Européens qui savent que s'il y a la paix, on ne peut jamais exploiter. Donc, on crée cette zizanie-là afin que le désordre s'installe et pour qu'on puisse exploiter tout et rendre l'Afrique pauvre. Regardez ces pauvres gens. On nous dit qu'il y a pratiquement 50 000 personnes qui sont à la portée de Goma. C'est quand même triste. Voilà, et on cherche. C'est choquant. C'est choquant. Et ça là, on nous voit, on dit qu'on est des pacificateurs qui viennent chez nous. C'est l'échec de la MINUSCO. C'est la MONUSCO, c'est la MONUSCO. C'est la MONUSCO là-bas qu'on a installé depuis des années. On fait venir des soldats, on les nourrit et on fait du business. Le plus grand contingent dans l'histoire des Nations Unies, c'est ce qui est quand même frappant, c'est que dans vos développements, vous ne fustigez jamais le comportement des Africains eux-mêmes. Oui, je ne peux pas les fustiger parce qu'ils sont victimes de quelque chose. Nous sommes victimes de quelque chose. Moi, y compris nous tous ici. Ils ne peuvent pas l'éviter. Par exemple, le Rwanda ne peut pas éviter, par exemple, ce qu'il fait en République démocratique du Congo. Il y a eu des révolutionnaires en Afrique. Ils sont passés comment? On a utilisé qui contre eux? Même l'esclavage. Qui s'est passé? Ça a été comment? L'impérialisme qui est arrivé. Mais dis donc, les Africains sont sous pression. C'est ces gens-là. C'est pourquoi moi, souvent qu'on accuse les dirigeants africains, je me dis quelque part, est-ce qu'ils ont mieux à faire? Si j'étais à leur place, est-ce que je peux faire mieux que ça? C'est ce que je me pose la question. C'est des humains après tout. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Russie. Quand Poutine dit qu'il veut transformer la géopolitique mondiale, regardez ce qui se passe. Les Africains sont sous tension, nos dirigeants ne sont pas libres. Quand vous voulez, comment vous démener, regardez comment on a choisi un autre partenaire que la ligne traditionnelle. Voilà, on refuse donc. Ce qui se passe aujourd'hui, le mouvement, le M23, est armé par le Rwanda ou non, je n'en sais rien. Mais je dis derrière, il y a quand même ce bras noir qui pousse les Africains. Vous connaissez le bras? Ce bras noir là, c'est les Occidentaux. Je dis ce sont les Occidentaux. Ça, ils ne peuvent pas le nier. Parce que partout où ils vont, ils sèment la terreur. Ils sèment la zizanie dans les populations africaines. Diviser pour régner. Vous voulez, c'est fini, c'est cela. Non, il n'y a aucune solution. Je vous vois sourire. Oui, non, je souris quand Prosper chute en disant qu'il n'y a aucune solution. Donc, voilà, on pense que tous nos malheurs sont provoqués par les Occidentaux et qu'on ne peut pas s'en sortir. Voilà. Bon, moi, je pense que si une bonne majorité d'Africains réfléchit comme ça, bon, c'est plus la peine qu'on se batte. C'est la réalité. On laisse les Occidentaux décider de tout, de notre bonheur et de notre malheur. Non, non, je pense que vous avez parlé du génocide. Vous avez parlé du génocide Tutsi ou tout. Mais c'est pas les Blancs qui tenaient les machettes pour découper les Noirs. C'est les Noirs. Non, allons doucement. Oui. Ça dit qu'on est fatigué qu'on dise que le blanc a donné le couteau à l'homme noir pour poignarder son frère. C'est l'homme noir qui a poignardé son frère. Il faut qu'il l'assume. C'est pas qui lui a donné le couteau qui est important, mais c'est lui qui a poignardé son frère. Il faut qu'il arrête de poignarder son frère même si on lui donne le couteau. Et si on lui dit, si on le poignarde, prends te poignarde toi-même. Il y a aussi ça. Oui, mais donc, ça veut dire que nous ne sommes responsables de rien. Il faut qu'on s'unisse autour. C'est cette question qu'il a posée tout à l'heure. Nous nous comportons comme si tout est la faute du blanc. Même travailler, c'est le blanc qui fait qu'on ne travaille pas. Voilà. Même se soigner, c'est le blanc qui fait qu'on ne se soigne pas. Même se protéger. Non, je crois que c'est une façon de fuir ses responsabilités. Non, il faut faire le constat. Oui, je suis d'accord. Il disait tout à l'heure, le chef d'État, j'arrive, je finis rapidement. Il disait, le président ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. C'est possible. Mais si nous le soutenons, ils vont pouvoir s'opposer à ces Occidentaux-là. Mais on ne doit pas les soutenir parce que le premier
est prêt à ce que les Occidentaux l'aident à prendre le pouvoir. Donc, quand un président se comporte bien, c'est un de ses bras droits, on se rappelle Sankara et Compaoré, qui va. Parce qu'on se rappelle Mobutu et l'autre aussi. Lumumba. Donc, mais après, c'est nous, c'est notre faute. Si pas des intérêts égoïstes, nous préférons faire l'affaire de l'occidental, il faut qu'on l'assume. Il ne faut pas qu'on dise qu'il nous manipule. Il nous manipule, mais c'est parce qu'on a intérêt qu'il nous manipule. Si ceux qu'on utilise contre l'Afrique, les Africains qu'on utilise contre l'Afrique, n'étaient pas égoïstes, ne voyaient pas leur intérêt, on n'en serait pas là. Donc après, moi, je ne suis pas d'accord qu'à tous les coups qu'on dise c'est l'Occident, à tous les coups on dise l'Occident, même ce que nous-mêmes on peut faire, on dit c'est l'Occident. Cette allure, bon, voilà, ça dit que quand vous voyez un pays qui veut organiser les élections, qui dit que l'Occident finance ces élections, et pourtant il arrive à payer parfois ses fonctionnaires, il arrive à... Mais c'est des actes où il faut qu'on arrête un jour pour se dire, ben, faisons nous-mêmes les choses, là où on ne peut pas. Les Occidentaux peuvent nous aider. Aujourd'hui, ce qui se passe en RDC, moi je crois, c'est vrai qu'il y a des problèmes ethniques, mais même ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui ont fait partie de Mobutu à l'époque, et ont occupé le pays, Kabila, père et fils sont arrivés, comment Tshisekedi lui-même a eu le pouvoir, est-ce qu'il a gagné proprement ces élections-là. Voilà, ça veut dire que ce sont des situations compliquées, tout ça joue dans la situation actuelle. Les gens qui ont aidé les gens à venir au pouvoir, peut-être sont en train de se faire payer d'une manière ou d'une autre. Et les gens profitent aussi, il faut le dire, de ce pays qui est assez vaste, qui n'est pas seulement ingouvernable, mais qui est difficile à gouverner. Parce que vous allez dans un pays comme la RDC où l'Église, où les confessions religieuses pratiquement partagent le pouvoir, avec le vrai pouvoir. Vous allez voir ces églises qui ont des influences pas possibles, qui prennent la place de l'État dans certaines zones où l'État n'arrive pas à agir. Donc tout ça, c'est des réalités qui font que c'est une terre vaste et riche et chacun profite pour piller ce qu'il peut parce qu'il n'y a pas un gardien là-bas. Parce que les Occidentaux. Il y a les Occidentaux derrière, c'est vrai. Mais le Rwanda aussi fait ses affaires. Il y a des personnes privées aussi qui font leurs affaires. Ce désordre-là aussi profite pas forcément des pays, mais à des groupes d'intérêt, à des industries, à des entrepreneurs et tout ce qu'on veut. Après, je crois que il faut que les dirigeants soient responsables. Moi, je pense qu'un grand pays comme la RDC devrait avoir une armée capable d'affronter le M23. On ne peut pas dire que, même si c'est tout le Rwanda, la RDC qui est plus grand pouvait combattre l'armée rwandaise. Et si ce n'est qu'un mouvement rebelle soutenu, il faut que la RDC s'équipe, il faut que les militaires soient formés, soient motivés, soient engagés. C'est vrai qu'ils ont tenté de nommer des chefs militaires. Il y a un aspect également, on dit qu'au sein de l'armée congolaise même, il y a des traîtres. Mais voilà. Donc, ils ont tenté de nommer des gouverneurs militaires et tout ça. Voilà, donc c'est des intérêts. C'est diversifié. On va marquer la dernière pause. Si vous le souhaitez, on revient pour la suite et la fin.